Bonsoir à tous. Merci d'être venus là. Après toutes ces 2 années très particulières, je suis très heureux de vous voir tous ici, présents et sains et saufs. Et donc, ce soir, on a une soirée très intéressante. On a 2 conférenciers de très grande valeur. Et pour la première partie, j'invite professeur Sopani à présenter notre premier invité. به هر حال بعد از 2 سال همینجور که مهران گفت بعد از 2 سال جدایی همدیگر رو پیدا کردن خالی از لطف نیست. Je vais partir en français. Alors j'ai le plaisir, difficile tâche de présenter bien ici pour que tout le monde tout voit Yazdan Yazdanpanor que je connais depuis je n'ose pas dire combien d'années. Il m'a rappelé que notre première rencontre date de plus de 30 ans, c'est ça, hein, à peu près. Oui. À Lille, il a fait ses études de spécialiste à Lille, spécialiste des maladies infectieuses. Très rapidement, il a été tellement brillant qu'il a pu briguer la chefferie de service de l'un des plus grands services de l'un des hôpitaux importants de l'assistance publique, l'hôpital Bichat, où moi-même j'ai vécu pendant quand même plus de 10 ans. C'était pas une tâche difficile, il a pris un service de maladie, enfin plusieurs services de maladies infectieuses qu'il a transformé en un seul service. Je sais que c'est difficile déjà de diriger un seul service, mais transformer plusieurs services en un service est encore plus difficile. Il a réussi à vraiment structurer ses services et il a réussi à faire briller le service sur le plan de la recherche. C'est un service qui est spécialisé dans les maladies virales, particulièrement les maladies virales, hépatite virale, sida, mais également des maladies émergentes. Peut-être tu auras l'occasion de dire quelles sont ces maladies émergentes. Il a une aura internationale. C'est sans doute en raison de cette aura internationale qu'il a été nommé membre du conseil scientifique de Covid-19. Ce soir, il va nous parler, il va faire le bilan de Covid-19. Sans doute, beaucoup d'entre vous avaient eu l'occasion de le voir sur les ondes, à la télé ou à la radio, parler de Covid-19. Je pense qu'on peut dire maintenant que la France fait partie des pays qui a sans doute le mieux géré, malgré quelques cacophonies du départ, le mieux géré quand même cette épidémie. Il est également, alors sans doute c'est en raison de cette activité principale, il est nommé officier Légion d'honneur. C'est l'une des reconnaissances les plus importantes en France. Et nous sommes tous honorés pourquoi et nous te félicitons. On peut l'applaudir parce que officier Légion d'honneur. Il est également, depuis peu, il est nommé président de l'ANRS, qui est l'Agence nationale de recherche sur le sida, ce qui décide, il disposera de beaucoup de fonds. N'hésitez pas à soumettre des projets de recherche à l'ANRS, il distribue, après l'évaluation scientifique, des fonds de recherche dédiés au virus. J'imagine ça reste quand même spécifique, non ça, cancer, on peut faire, cancer, non, on peut faire. Dommage. Neurochirurgie non plus. Non. Donc ça reste quand même axé sur micro-organismes, j'imagine. Peut-être avec microbiote, j'aurai un peu de chance. Donc en tous les cas, il préside cette institution pour combien d'années 5 ans 4 ans. Et en général, c'est renouvelable, c'est pas à vie, mais c'est renouvelable. En tous les cas, c'est d'abord un cadre très important pour l'assistance publique. L'assistance publique, pour ceux qui ne savent pas, c'est la première institution de santé en Europe. En termes de taille, c'est capital, c'est important. Alors, on peut regretter que sa production ne soit pas égale à la production des plus grands instituts de santé dans le monde, pour des raisons d'autres qu'on ne peut pas aborder ici, mais en termes de volume d'offres de produits de santé, c'est l'un des premiers en Europe, c'est pas négligeable. Toutes les expertises y sont représentées, dans tous les domaines de médecine et de recherche. C'est une institution qui interagit beaucoup avec l'INSERM, l'Institut national de recherche en santé, recherche médicale en France. Donc, Yazdan est un élément très important. S'il y a une 50aine de personnes sur lesquelles l'assistance publique compte, il en fait partie. Donc on peut l'applaudir et merci. Mais merci beaucoup Iraj de ces mots gentils. Et merci aussi pour votre invitation.
C'est pour moi un honneur d'être ici, bien sûr. Alors je vais parler en français parce que, je pense que je suis incapable de présenter en iranien et peut-être que c'est aussi pour l'audience mieux qu'on présente en français. Donc effectivement, alors je sais pas, je suis désolé. Non, je vais passer les dias. Alors, je suis désolé pour les colonnes. Je vais voir comment il y a des gens que je ne vois pas, mais c'est pas grave. Je vous prie de m'excuser. Donc je vais essayer de vous parler effectivement du Covid-19. Alors bon, Covid-19, on peut raconter beaucoup de choses. Donc bien sûr, ce que je vais raconter, c'est incomplet, mais je vais d'abord dire où on en est aujourd'hui et peut-être revenir sur un certain nombre d'éléments qu'on a beaucoup discuté et peut-être un peu parler de l'avenir. Alors, ça c'est la situation d'aujourd'hui. Bon, je ne suis pas sûr qu'on va passer beaucoup de temps sur cette diapositive, mais en plus probablement tout est faux dans cette diapositive d'ailleurs, parce que tout ça c'est sous-estimé, ces chiffres-là, mais bon, parce qu'il y a probablement eu beaucoup plus que 6 millions de décès, mais en tout cas ça vous montre un peu l'impact de cette pandémie qui a donc commencé probablement d'ailleurs avant janvier 2020 dont les premiers cas ont été rapportés en Chine. Vous avez vu, on va revenir là-dessus, que par ailleurs, quel que soit l'endroit dans le monde, quel que soit le taux de vaccination, finalement, en termes de nombre de cas, c'est pas du tout la même chose en termes de gravité, mais on a eu des vagues successives, on va revenir là-dessus, qui sont probablement liés à un certain nombre de facteurs, dont les variants. Et vous voyez aussi ici que l'ensemble des pays ont été touchés. Probablement moins l'Afrique pour des raisons, alors parce qu'il y a une sous-déclaration, mais aussi parce que probablement il y a une histoire de pyramide des âges, il y a moins de personnes âgées, il y a eu moins de décès, il y a peut-être aussi des immunités croisées avec d'autres gènes, on ne comprend pas très bien, mais en tout cas c'est une vraie pandémie et comme vous pouvez voir l'ensemble des pays ont été touchés. Alors ça c'est la situation de la France, je sais pas aujourd'hui on est quoi, le 11 mars, donc c'est la situation, c'est la dernière courbe de Santé publique France qui date de hier, donc en France on est à la 5e vague. Alors il y a eu plus de cas que les autres vagues. Vous avez une baisse de nombre des cas, même si ces derniers jours, vous avez vu, il y a une stagnation, voire une augmentation de nombre de cas. Par contre, quand on regarde, là c'est le nombre d'hospitalisations en haut et le nombre de décès en bas. La première vague, on ne testait pas, on n'avait pas de test, donc on ne sait pas du tout qu'est-ce qui se passait, mais là vous voyez que d'une manière générale, la vague qui a eu le plus d'impact en termes d'hospitalisation et en termes de décès, c'est la première vague. Et en plus, c'était pas du tout hétérogène, c'était pas du tout homogène. Hein. La dernière vague était assez homogène, donc c'était l'ensemble des territoires. Là, il y avait 3 régions qui étaient atteintes. C'était l'Île-de-France, le Hauts-de-France et l'Est, le Grand Est. Donc du coup, c'est là où l'impact a été le plus important. On a eu une deuxième vague, comme vous savez, au mois de novembre 2020, octobre-novembre 2020. Il y a eu des choses qui ont été faites, alors un confinement partiel qui a fait diminuer, mais on n'a jamais vraiment fermé, donc du coup là on n'avait pas de vaccin, hein. Donc du coup il y a eu un petit plateau, hein. C'était la période où tout le monde disait qu'il fallait confiner, pourquoi ils ne confinent pas, etc. Bon. Après ça c'est l'été, donc il y a eu une baisse. Là c'est là où on a eu les vaccins, donc il y a une petite vague, ça c'est lié au variant Delta, on verra. Et après cette dernière vague importante sur lesquelles on va revenir, où vous voyez d'ailleurs que le nombre de cas hospitalisés ou le nombre de décès par rapport au nombre d'infections est beaucoup plus faible parce qu'on est vacciné en fait. Hein. Si on n'était pas vacciné, là, ça aurait été terrible. Et donc ça,
c'est un message important qu'il faut passer. Alors, pourquoi c'est pas encore fini et pourquoi il y a eu des vagues successives? C'est parce que j'aurais pu mettre une diapositive, hein, on ne s'attendait pas que le SARS-CoV-2, qui est le virus à l'origine de Covid, finalement soit à l'origine d'autant de mutations, de transformations, parce que les coronavirus, avec le VIH ou avec un certain nombre d'autres virus, c'est beaucoup plus important, mais malgré tout, à partir de l'été 2020, l'automne 2020, on a commencé à avoir des variants. Et en fait, on a eu d'abord le variant alpha. Alors ça, c'était l'augmentation du nombre de cas au mois de janvier 2021. Et c'était à la fois plus transmissible et à la fois plus sévère, une fois et demie plus sévère. Puis on a eu Delta qui était une vraie saloperie, parce que c'était, encore une fois, quasiment 2 fois plus transmissible que celui-là, et en plus 2 fois plus grave. Et enfin là, ce qu'on vit actuellement, c'est la vague Omicron, qui par contre, lui, il est beaucoup plus transmissible, il est même très transmissible. Et là, on estime qu'à peu près 40% de la population a été touchée par l'Omicron. Et par contre, il est beaucoup moins sévère. Il est à peu près 80% moins 70-80% moins sévère. Et donc ça, c'est important. Et par ailleurs, il arrive sur une population qui est déjà vaccinée. Et on va venir sur les chiffres de vaccination. Donc c'est pour ça aussi que son impact est plus faible. Et alors ça, je l'ai mis parce qu'aujourd'hui, alors ça c'est peut-être depuis la semaine dernière, ça a un peu évolué. Parce qu'à l'intérieur d'Omicron, il y a le BA1 et le BA2. Alors ça, vous entendez beaucoup parler ces derniers jours, parce que le BA2 va devenir majoritaire dans quelques semaines. Le BA2, c'est probablement plus transmissible, mais c'est pas plus sévère et c'est pas moins sensible au vaccin. Mais peut-être, là vous avez vu, parce que ça se discute beaucoup en ce moment, une augmentation de la courbe depuis quelques jours, on va dire, ça doit se confirmer. Mais probablement cette augmentation est liée d'une part parce que le BA2 est plus transmissible que le BA1. Deuxièmement, parce que ce soir, personne ne met de masque, sauf vous, madame. Alors qu'il y a 1 mois et demi, tout le monde mettait des masques. Et de toute façon, à partir de lundi, personne ne met de masque. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne nous a même pas demandé le pass sanitaire. Normalement, c'est encore jusqu'à lundi. À partir de lundi, on ne va pas demander. Donc, probablement, il y a un relâchement qui fait que là, il y a une petite inquiétude. Bon, ça va aller, mais autour de cette histoire d'augmentation légère, pour l'instant, de nombre de cas. Bon, l'autre chose que je voulais vous dire, parce que c'est important, c'est que, en gros, alors ici, ça montre l'incidence de la maladie, le taux de positivité et le taux de test chez les patients en fonction de leur revenus, en fait. Mais en fait, ou en fonction de la carte. On n'a pas tellement les chiffres de revenus, on a plutôt les chiffres de où ils habitent les gens. Et à partir de où ils habitent les gens, on essaie de voir quels sont leurs revenus. Ici, ça doit être dans un quartier Q1, ça veut dire quartier plus riche, et là vous avez les quartiers les plus pauvres. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait en France. En fait, en gros, vous voyez que les gens qui étaient le plus touchés par la maladie, c'est des gens qui habitent dans les quartiers pauvres. Et les gens qui avaient les tests les plus positifs, ceux qui habitaient les quartiers pauvres, et ceux qui faisaient le moins de tests, c'est ceux qui étaient dans les quartiers pauvres. Juste pour dire que l'épidémie n'a pas touché de la même façon tout le monde. Alors bien sûr, et un des facteurs les plus importants qui revient de plus en plus, c'est que en fait, la précarité est à l'origine d'une incidence plus élevée et d'une mortalité plus élevée. Alors la mortalité, je ne le présente pas ici, mais on le sait, bien sûr. Bon, malgré tout ça, et malgré ces variants qui sont de plus en plus transmissibles, de plus en plus
grave, sauf le Omicron. On a résisté et grâce à la vaccination, je pense que malgré tout, on a eu en moins d'1 an un vaccin. Et ça, c'est assez. Enfin, moi, j'y croyais pas qu'on allait avoir dans un an. Et la France, comme l'a dit Irak, c'est un des pays les plus vaccinés au monde. Et alors là, vous avez en rouge les taux de. Pardon, il faut regarder d'abord en bleu là, les taux de vaccination. Et vous voyez que le taux de vaccination, c'est autour. Alors, ça, c'est vaccination avec 2 doses pour l'instant, en bleu. Et vous voyez que la vaccination de doses, on est dans les chiffres autour de 90%. Et même sur les 12 à 17 ans, on est un pays qui est très bien vacciné, autour de 80%. Là où on n'est pas du tout bon, et ça ne marche pas, c'est les 5 à 12 ans. Par exemple, pour donner un exemple, en Espagne, ils sont quasiment à 50% de 5 à 12 ans. L'hésitation vaccinale n'existe pas en Espagne, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est très intéressant de voir qu'il y a des choses. Alors là aussi, il y a un problème, mais ça c'est pour les personnes de plus de 80 ans, parce que eux, ils sont très susceptibles à la maladie, probablement parce qu'il y a un certain nombre de personnes, c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est qu'on n'installe pas. Ils vivent seuls, ils ne sortent pas de chez eux. Ça, c'est un point sur lequel on a beaucoup insisté, mais il y a un vrai problème là. Et après, je vais vous montrer dans les diapositives après, à partir du mois de octobre, non mais même avant, je pense septembre, on a pensé que comme il y a un certain nombre de personnes qui perdent leur immunité, c'était important de faire une 3e dose. Et là, cette courbe rouge représente les 3e doses. Alors ça date de fin de mois de février, où vous voyez de nouveau qu'on n'est pas si mauvais que ça, sauf pour les sujets pour qui c'est moins important, mais quand même pour les moins de 40 ans, moins de 50 ans, où cette 3e dose est moindre. Le 3e dose, c'est vraiment important. Je pense que c'est de diapositive après, là. C'est vraiment important. Ça, c'est les données israéliennes qui ont été publiées et qui montrent que ce soit en nombre d'hospitalisations, qu'en termes de Covid sévère ou de décès. Vraiment, là, on bleu les gens qui ont eu 3 doses et là, les gens qui ont eu 2 doses. Et vous voyez qu'il y a une différence importante en termes d'incidence. Je vais vous montrer mieux sur les diapos pour tous les 3. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à vacciner par la 3e dose à partir du mois de septembre. Et quand il y a eu Omicron, ça a été encore plus souligné, cette idée de vacciner avec la 3e dose. Alors bien sûr, il y a beaucoup de gens ici qui vont dire « Ouais, mais moi j'ai eu les 3 doses, mais j'étais infecté. » Oui, mais vous n'avez pas fait de forme grave. Maintenant, en gros, avec Omicron, plus que une protection contre l'infection, on cherche une protection contre les formes sévères. Et là, on est vraiment à 90%. Et ces diapos, ils montrent que si on n'avait pas cette 3e dose, on ne serait pas du tout autour de ces taux de mortalité. Alors, ça, je l'ai fait, mais bon, en France, là où ça ne va pas, c'est les territoires d'outre-mer. Donc là, je vais peut-être me tourner un peu de ce côté-là parce que c'est pas juste. Mais par contre, celui-là, il marche moins bien. Je sais pas pourquoi. L'écran. Donc je ne vais pas me tourner là. Non mais là, vous ne voyez pas mon pointeur. Ouais. Donc je vais quand même faire l'autre côté. Où je vais me mettre, enfin non, si je me mets là, après je ne peux pas changer de... Si, je peux changer de diapositive. Donc je vais me mettre là, peut-être pour voir un peu. Donc du coup, là, vous avez le taux de... Je vous embête pas. Et là, vous voyez les taux de couverture vaccinale dans le territoire d'outre-mer, hein, où vraiment, c'est en dehors de la Réunion, où c'est un peu mieux, c'est pas bon du tout. Et ça, c'est probablement parce qu'il y a des problèmes politiques, en fait, qui mélangent l'acceptabilité vaccinale, l'acceptation vaccinale et les problèmes politiques.
Alors, je suis désolé, mais d'ici, ça ne marche pas. Donc, il faut que j'aille là-bas. Non, mais je vais... Non, mais c'est... alors, et sur l'acceptabilité vaccinale aussi, il y a eu beaucoup de travaux, parce que c'est hyper important pour savoir où est-ce qu'il faut intervenir. Il faut savoir c'est quoi les déterminants de la vaccination. Donc, je vous ai montré les Antilles et la Guyane. Là, c'est le gradient des revenus à Paris. Et ça, c'est le nombre de patients hospitalisés. Et d'une manière générale, ce que vous voyez sur ces diapositives montre que, je vous avais montré pour dire que l'incidence est plus élevée, et ici, vous voyez que c'est vraiment les territoires les plus, notamment ici, là, donc 18e, 19e, un peu le 20e. Alors ici aussi, autour de 13e, ben, ils ont une taux de mortalité, d'hospitalisation ici, beaucoup plus élevé. Et c'est là où... Ben, la conclusion du gouvernement, c'était qu'il fallait augmenter les salaires. Non, c'est pas ça, parce que ça, malheureusement, on ne peut pas le faire. Mais c'est que dans cette population, il faut le vacciner. Donc, du coup... mais alors que c'est la population la moins vaccinée. Alors ça, c'est un travail que les Médecins sans frontières avaient fait, sur les populations aussi, dans les rues, etc. Alors c'est des gens qui sont hébergés dans les rues ou dans les foyers, dans les hôtels ou dans les foyers. C'est pas l'efficacité des hôpitaux dans ces régions-là, surtout? Non, parce que c'était très... et après, si vous dites ça, ça veut dire que nous, on est très mauvais. Hein. Parce que nous, on est là. Donc, non, c'est vraiment, c'est la densité de population, c'est le taux de chômage, c'est non-couverture vaccinale, c'est que le surpoids, tous les facteurs de risque sont plus élevés chez les personnes. Et les facteurs culturels de l'acceptation. Ça, c'est les taux de vaccination, donc dans les populations encore plus précaires. Là. Donc ça, c'est par exemple là, c'est les gens de voyage. C'est très très mauvais la couverture vaccinale. C'est de l'ordre de 40% qui ont eu au moins une injection. Et, bon, ça c'est à Marseille, pareil, ça c'est à Paris. Et ça, c'est des gens qui sont dans la rue. Et bien sûr, alors là maintenant, le taux de vaccination en Ukraine, c'est de l'ordre de 40%. Et donc là, il y a 2 millions d'immigrants qui sont arrivés, ça va augmenter avec le temps. Une des questions très importantes, c'est comment on va... Alors, je ne pense pas que ce soit le problème le plus important, hein, mais c'est aussi une question autour de l'impact de ça sur l'épidémie. Et juste pour finir avec ce qui se passe aujourd'hui, là maintenant, je vous ai dit, pas revenir sur les courbes, c'est que le nombre de cas, c'est en train d'augmenter, parce que probablement le BA2 est un peu plus transmissible que le BA1, il est en train de remplacer le BA1, parce que les gens, et je pense qu'on n'a pas tellement le choix, et que le gouvernement a décidé, parce qu'on n'a pas tellement le choix, qu'il fallait arrêter un peu les mesures de port de masque, etc. Et donc du coup le nombre de cas c'est en train de monter. Je pense que ça ne va pas être très long parce qu'il va faire beau, et quand il va faire beau, ça va aller mieux. Mais et la question qui se pose du coup, c'est de faire une 4e dose. Ou un rappel. Et probablement, la décision qui va être prise, c'est sûr chez les amis immunodéprimés et les 80 ans, mais probablement aussi chez les plus de 65 ans, parce qu'on dit que l'immunosénescence commence à partir de 65 ans. Donc, probablement, il va y avoir des recommandations dans les jours qui... Non, je ne crois pas. Non, on ne tiendra pas sur... Non. Je pense que dans les 10 jours qui viennent. Donc ça va être... Mais juste pas pour toute la population. Juste, c'est vraiment la question importante, parce que... parce que si vraiment ça continue à monter, ça devient un problème, justement, pour le présidentiel. Donc il faut faire tout. Donc comment on ne peut pas, parce que les gens ne vont pas accepter, et ils ont raison, comment on ne peut pas accepter de
refermer ou repasser en télétravail. Voilà. Donc, du coup, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est, je vais revenir un peu, il faut protéger les immunodéprimés et protéger les plus âgés. Donc voilà, donc ça c'est un peu la situation. Après, je voulais revenir sur un certain nombre de comment on va dire, débats qu'on a eu pendant... Donc le premier débat, c'était autour des masques. Et tout ce qu'il y a eu au début, pourquoi il faut mettre... pourquoi on n'a pas mis plutôt des masques, pourquoi, etc. Alors, je ne reviens pas sur l'achat des masques, parce que j'y connais rien, mais juste sur le fait que... au début de l'épidémie, et je pense que, en tout cas pour moi, si ça a été refait, on aurait dit exactement la même chose, on a dit qu'il ne fallait pas mettre de masque chez tout le monde. En fait, ça c'est une diapo que j'ai fait je crois en janvier 2020, où on disait que la transmission se fait en contact rapproché, moins de 1 mètre, plus de 15 minutes, si tout est étournement. Donc tout ça c'est faux. Parce que, en fait, c'est pas que ça. Mais, et en fait, il y a eu un papier que beaucoup d'entre vous connaissez dans le New England Journal of Medicine, je crois que c'était début février 2020. Ça, c'est une autre diapositive que j'ai fait, je crois que c'était 5 février 2020. Alors, ce papier, c'est un papier allemand qui disait que ils ont trouvé quelqu'un qui était asymptomatique, qui venait de Chine et qui a transmis à 3 personnes. Et ce papier disait, attention, la Covid se transmet d'une personne asymptomatique à une personne X. Et ça, c'était un changement radical, et je vais insister beaucoup parce que la raison pour laquelle on a eu cette épidémie-là, c'était ça. Donc, les premières personnes qui ont dit ça, c'était... Et en fait, quand ce papier est sorti, il y a eu un débat énorme. Ils sont allés trouver la chinoise, qui était retournée en Chine. Ils ont commencé à l'interroger. Et en l'interrogeant, ils ont compris qu'ils avaient des petits symptômes. Et donc, ils ont dit que ce papier est faux. Que c'était pas quelqu'un d'asymptomatique, c'était quelqu'un de symptomatique. Et ils ont voulu passer dans New England et ils ont dit que c'était asymptomatique. Mais des scientifiques très, très... alors, si jamais vous avez l'occasion, il faut lire cet papier. Alors, c'est dans le New York Times, mais extraordinaire papier qui, en fait, le 7 juin 2020, donc c'est bien après, qui a dit comment le monde est passé à côté. Et en fait, qui dit par ailleurs, tous ceux qui savaient le plus sur le coronavirus, c'est ceux qui se sont le plus trompés. Et en fait, il y a des témoignages de médecins du Munich qui dit comment il a été, mais y compris par les scientifiques allemands, comment il a été, ou elle, parce que je crois que c'est une femme, elle a été complètement assaillie par des messages pour souligner qu'elle ne connaissait rien. Alors, pourquoi au début, on voulait absolument, et on a dit absolument que les patients asymptomatiques ne transmettaient pas? Mais parce qu'il y avait un autre virus qui s'appelle le SARS, qui est survenu entre novembre 2002 et juillet 2003, qui était à l'origine de 8000 cas et 774 décès, sur lesquels d'ailleurs beaucoup d'entre nous ont été impliqués, qui est le même virus à 90%, et qui, lui, on devenait symptomatique à peu près 3 ou 4 jours après le début de symptômes. Et en fait, c'était très simple, ce qu'on disait. On disait c'est le même virus, il y a très peu, c'est la même famille, donc il n'y a pas de raison que ce soit des formes asymptomatiques. Mais en fait, on était complètement à côté de la plaque, parce que ça, je pense que ce papier date au mois de mars. Progressivement, il y a eu de plus en plus de données pour dire que, vous voyez, la transmission, alors ça c'est des patients, la transmission commence à J-2. Et la transmission qui commence à J-2, c'est très compliqué d'arrêter une maladie quand vous êtes tout à fait normal et que vous transmettez la maladie. Et en fait, ça ne commence pas à J4 comme la précédente.
Et ça, vraiment, enfin, moi je me rappelle parce qu'on avait les premiers patients chinois. Donc au mois de février, on avait fait des séries, alors je n'ai pas mis la courbe, une série, on avait fait ça, et en fait, on a découvert tout d'un coup, alors c'est très intéressant parce qu'on faisait des réunions journalières, tout d'un coup on découvre qu'ils ont la charge virale le plus élevée parce qu'on avait des malades et leurs contacts. Donc on prélevait des contacts. Et on a vu des contacts qui avaient, avant même d'avoir des symptômes, ils avaient des charges virales au plafond. Donc c'est là qu'on a compris, donc ça c'était en février, que finalement, alors là, ces papiers-là, il dit moins 0,7, ça peut aller jusqu'à moins 3 jours avant les débuts des symptômes. Et c'est pour ça que c'est là, alors ce papier-là, je l'ai mis la date, c'est le 9 avril. Donc ça, c'est un journal sérieux, hein, c'est le BMJ. BMJ posait la question le 9 avril, est-ce que la population, alors ça maintenant, on a oublié tout ça, hein, mais c'est le 9 avril qu'on a, il pose ce journal sérieux la question. Hein. Et je pense qu'à l'hôpital, on a commencé à mettre des masques vers le 15 mars, ou entre la première quinzaine de mars. Donc vraiment, c'est pas du tout un hasard si on a dit qu'il fallait pas mettre, vraiment, c'était quelque chose qui... bon, alors tout ça... et quand, comme les cas montaient, qu'on ne pouvait rien faire, donc la première chose à faire, c'est d'arrêter les contacts, et c'était le confinement. Et alors ça, je ne sais pas que c'est le 12, c'était le 12 mars, je crois, ou le 14 mars qu'on a fait, je ne sais pas la date de ce monde, mais bon, peu importe, je le vois là, mais bon, c'est 14 mars, ouais. Alors, la deuxième question, en fait, que là aussi on a pris, parce qu'on ne savait pas, c'est que tous ces débats entre est-ce que c'est aérosolisé, est-ce que c'est pas aérosolisé, etc. On va dire, il y a un autre truc, mais d'une manière générale en médecine, c'est que c'est pas noir ou blanc. On pensait qu'il y a soit la transmission aérienne, enfin, soit la transmission par gouttelette, la transmission par gouttelette, c'est ça. Donc, en gros, là, si vous mettez un masque chirurgical, ça suffit. Parce que c'est des gouttelettes, ça va beaucoup moins loin. Et l'aérosolisation, là, c'est là où il faut, vous avez FFP2, c'est là où il faut mettre un FFP2 parce que ça va plus loin. Bon. Et en fait, ce qu'on a appris au fur et à mesure, c'est que c'est un continuum. En gros, dans la plupart des endroits ou dans la plupart des circonstances, c'est par gouttelette. Mais s'il y a trop de monde infecté, alors ça c'est la situation, je ne sais pas si vous vous rappelez, de le rassemblement qu'il y avait à Mulhouse, voilà, des Vosges, où là en plus ils chantaient, là c'est sûr qu'il y a eu une aérosolisation. Donc c'est un continuum. Et après un certain nombre de gestes, en réanimation, c'est chez le dentiste, c'est bon. Donc du coup, c'est vraiment un continuum qui part de ça. Et en fait, bon, ça, je trouve que ça, c'était assez ancien. Et là, on continue, hein, de nouveau cette histoire, parce qu'il y a un papier dans je ne sais pas quel journal qui a montré qu'un masque chirurgical était moins bien qu'un masque FFP2 pour arrêter, mais dans des conditions de laboratoire, ça n'a rien à voir. Bon, mais en tout cas, ça c'est vraiment, je trouve que c'est un schéma qui explique très bien la situation, où en gros, il dit qu'il y a plusieurs facteurs. Est-ce que finalement, je suis dans un endroit qui est peu ventilé, ou, qui est peu occupé, ou très occupé? Quelle est la ventilation? Et après, est-ce qu'on porte des masques? Est-ce qu'on porte des masques peu de temps ou beaucoup de temps? Par ailleurs, est-ce que je parle pas, je parle ou je chante, ou je crie? Et en fait, en gros, c'est pas simplement c'est pas simplement porter un masque ou pas qui compte. Il y a beaucoup d'éléments, et que en gros, si vous êtes dans un endroit qui est peu ventilé, qui est très... il y a beaucoup de monde, que vous êtes en train de chanter,
et qu'il n'y a pas de masque, alors là, c'est la pire des situations. Mais même si vous avez un masque et que vous êtes dans un endroit très peu ventilé, avec un taux d'occupation très élevé, malgré tout, il peut y avoir transmission. Donc vraiment, c'est un continuum, c'est pas du tout « je fais ça, il n'y aura pas », etc. Alors, l'autre truc qu'on a beaucoup parlé, c'est pendant combien de temps on est contagieux. Alors, j'ai mis ça, mais c'est pas la peine, mais franchement, on a fait trop isoler les gens trop longtemps. Hein. À partir du 5e jour, probablement, il y a de la maladie, probablement on n'a pas. Alors, maintenant, avec les tests antigéniques, il ne faut pas faire des PCR, parce que c'est plus sensible. On fait un test antigénique. On a dit avec Omicron, parce qu'il y avait beaucoup, donc il faut faire un test antigénique au J5. Si vous êtes négatif, c'est bon. Si vous n'êtes pas négatif, il faut attendre 7 jours. Donc, parce qu'en fait, on trouve des virus, mais c'est des virus qui ne sont pas transmissibles. Alors, je voulais quand même, pour finir, je ne sais pas si je suis trop long, non, je ne sais pas du tout quelle... Ah oui. Ouais, mais j'arrête. Je voulais juste dire un mot, parce que dans notre arsenal, il y a le vaccin, il y a aussi les traitements. Donc actuellement, on a le vaccin en prophylaxie, on a aussi des traitements qui sont des anticorps monoclonaux en prophylaxie chez les patients immunodéprimés. Là, c'est vraiment chez les patients immunodéprimés. C'est IV. Chez les patients ambulatoires, on a aussi des traitements, mais il faut les passer si on veut avoir une efficacité. Ça, ces traitements-là, je ne vais pas détailler, c'est vraiment des traitements sur l'inflammation. Mais les traitements antiviraux, il faut les mettre trop. Mais maintenant, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il y a un traitement, Teros, qu'on prend pendant 5 jours, et que si on prend dans les 5 premiers jours, ça diminue la probabilité d'évoluer vers les formes sévères de 80%. Donc on a vraiment un traitement qui n'est pas utilisé. Il y a eu 2500 depuis le début en France, on ne comprend pas pourquoi, alors ça fait 3 semaines qu'il est disponible. En Corée, il y a 2000 par jour qui sont prescrits. Bon. Donc on ne comprend pas pourquoi, parce qu'il y a probablement une perception de risque qui montre que c'est pas... Alors ça je vais passer, parce que finalement... Alors juste quelques diapositives pour finir. Alors ça c'est en anglais, mais bon, c'est pas grave, tout le monde parle en anglais. En fait, c'est quoi les questions un peu de recherche, c'est finalement c'est quoi la durabilité de l'immunité. Ça, c'est très important pour savoir s'il faut faire ou pas une 4e dose. C'est quoi finalement la balance entre arrêter de faire vivre les gens et finalement le contrôle de la transmission. Probablement maintenant, il faut arrêter de compter le nombre de cas. Faut vraiment, l'indicateur devient l'hospitalisation des décès. Les patients immunodéprimés et vulnérables, c'est probablement... donc les patients immunodéprimés et les patients vulnérables sont très importants à protéger. On a des traitements, il faut faire les 4e doses. Les pays à ressources limitées, c'est très important, on n'en parle pas du tout. Taux de couverture vaccinale en Afrique, moins de 10%. Il faut essayer vraiment, on peut avoir d'autres variants, donc il faut faire très attention. Le Covid long, alors j'en ai pas parlé, mais c'est un vrai sujet. C'est 40%, 50% de la population qui a eu. Bon, mais enfin, ce qu'on appelle maintenant l'infopidémiologie, c'est toutes les conneries qu'ils disent sur les médias, en gros, qui est devenu un vrai sujet de recherche maintenant pour l'avenir. Alors, bon, je vais passer ça, mais juste... après, la question d'après, c'est est-ce qu'il y aura une autre pandémie? Alors, certainement, il y aura d'autres émergences, pour plusieurs raisons. Alors ça, c'est parce qu'on va vers un réchauffement climatique. Là, vous voyez les températures, alors plus c'est clair, plus c'est chaud, donc l'Afrique, c'est très chaud. Et en fait, ce que ça montre, c'est que ça, c'est la variation dans les années qui vont venir. Et vous voyez qu'il y a des différences. Enfin, le réchauffement, c'est que là, il prévoit jusqu'à... bon, je ne vais pas aller sur le niveau polaire, mais là, ici en Europe, vous avez 4 à 5 degrés de réchauffement dans les années qui vont venir, qui est énorme. Donc, par exemple, on va trouver des chikungunya à Marseille, on va commencer à trouver, etc., parce qu'il fait plus chaud. D'autre part, c'est que la densité de population augmente. Là, c'est les densités de population actuelles. Et là, vous voyez, bon,
c'est bien sûr l'Afrique, mais pas que l'Afrique, où il y a de nouveau une variation très importante de la population. Et enfin, ben, il suffit qu'il y ait une épidémie quelque part, et ça, c'est finalement comment on était connecté en 1933, et ça c'est comment on est connecté en 2020. Donc c'est sûr qu'il suffit qu'il y ait quelque part, hop, c'est parti. Donc voilà. Et par contre, alors ça je reviens sur ce que j'ai déjà dit. Bon, bien sûr, les candidats, c'est la grippe, bon, ça c'est la SARS-CoV, l'Ebola, ça peut. Et là je pense que la probabilité qu'il y ait une pandémie, malgré tout, c'est pas très important, mais ça existe. Mais la probabilité des épidémies est très importante. Ça montre le temps jusqu'à l'infect, le temps jusqu'à ce qu'on soit. Je suis malade, combien de temps ça dure, ou je suis infecté, combien de temps ça dure pour que je transmette la maladie. Et ça, c'est combien de temps ça dure pour que, c'est d'incubation, pour que je deviens malade, j'ai des symptômes. Et en fait, en gros, vous voyez que par exemple l'Ebola, 12 jours jusqu'à ce que je sois infecté, mais 6 jours jusqu'à ce que j'ai des symptômes. C'est-à-dire pendant 6 jours, je deviens d'abord infecté, après j'ai des symptômes, et encore 6 jours après pour que je devienne contagieux. Donc ça veut dire que c'est très facile de contrer. Il suffit d'isoler le patient. La même chose pour le SARS-CoV-1, ça c'est notre erreur. 10 jours et 5 jours, donc il devient symptomatique, il devient contagieux 5 jours après le début de symptômes. La grippe, c'est un jour. Donc la grippe, c'est pour ça que c'est toujours très surveillé, parce qu'en fait, dès qu'on est infecté, un jour après on est contagieux, mais un jour après on a des symptômes. Le SARS-CoV-2, alors ça c'est vraiment emmerdant, c'est pour ça que c'était emmerdant. On devient contagieux un jour après infection, alors qu'on devient symptomatique 5 jours après. Donc c'est pour ça que la probabilité probablement est plus faible. Et alors ça c'est donc pour finir, et je pense qu'on va vivre avec ce virus-là, maintenant pendant quelques temps, pas de la même façon, mais on va faire attention. Je pense qu'on ne va pas parler de Covid, mais on va parler des virus respiratoires, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai mis les morts de la grippe là, que la grippe, il est aussi à l'origine chaque hiver les hospitalisations, et probablement on va prendre le paquet, et il est possible que maintenant, pendant les mois d'hiver, on ait plus de gens, encore un peu dans les pays asiatiques où ils avaient des masques, etc., et qu'on fasse attention aux écoles, etc. Voilà, je m'arrête là, peut-être je suis désolé, j'étais un peu lent, mais c'était juste pour vous donner un certain nombre d'éléments. Merci Azam, c'était très intéressant. Ça prend une bilan sans les parasites.